Listen Your Radio. Bon matin et bienvenue dans la saison 3 de Fais-tu frette. Déjà la saison 3. Quand je pense que lorsque j'ai commencé, on me disait que ce concept manquait peut-être un petit peu de profondeur et que je risquais de vite me retrouver à court de sujets, et bah pour le coup, j'en connais qui se sont mis une sacrée bûche dans l'œil. C'est que mine de rien, la culture québécoise est infiniment plus riche que ce que la seule démographie de la province peut laisser penser. La société québécoise, parce que multidimensionnelle, est aussi incroyablement plus complexe que tout ce qu'on peut imaginer. Alors vous savez quoi les amis, de vous à moi, vous pouvez encore vous attendre à quelques saisons en plus de Fais-tu frette. Mon nom est Jean-Michel Lhomme et avec ce podcast je suis vraiment, mais alors vraiment heureux de vous faire découvrir mon nouveau chez moi, le Québec. Bonne écoute. Dans cette saison 3 de Fais-tu frette, peut-être encore un peu plus que dans les précédentes, on va aborder la question de la différence et des minorités. Parce que je crois profondément que la façon dont une société considère les plus fragiles ou la façon dont elle aborde la différence dit tout ou presque des valeurs profondes de cette société. Malgré une certaine expérience de la vie, et je dois bien l'avouer, la perte de quelques illusions en cours de route, j'avoue que je suis arrivé au Québec en occultant totalement ces questions. Non, pas en les occultant. Plutôt en pensant qu'ici, elles ne faisaient pas question. Alors, faut me comprendre. Moi, les Québécois sont tellement gentils, tellement accueillants. Et ce n'est pas un mythe, hein, c'est vraiment vrai. Tellement gentils, tellement accueillants, qu'on n'imagine pas du tout que ces sujets puissent véritablement en être ici. Et puis on s'installe, on découvre, on s'intègre, et on se rend bien compte qu'ici aussi, il y a du racisme. Qu'ici aussi, il y a des préjugés. Qu'ici aussi, ou pas très loin d'ici, il y a des noms qui frappent notre réalité, Joyce Echaquan, George Floyd. Donc oui, même si je lui trouve beaucoup d'atouts, vraiment beaucoup, le Québec, ce n'est pas Disneyland. Mais la vraie question est de savoir si malgré cela, c'est plutôt mieux qu'ailleurs, plutôt pire, ou peu ou prou, kiff pareil. Pour le savoir, j'ai invité Fabienne Collat. Fabienne est ce genre de personnalité qui filerait des complexes à un thésard de la Sorbonne. Elle empile les MBA comme j'empile les albums de coloriage. Elle fait partie du top 100 des femmes les plus influentes au Canada. Elle est entrepreneure, réalisatrice, productrice, actrice et conférencière, et je reprends mon souffle. Et dans son temps libre, ce qui de vous à moi doit être une notion assez conceptuelle pour elle, elle est fondatrice de sa propre fondation, la Fondation Fabienne Collat, via laquelle elle se bat pour supporter et promouvoir la diversité à l'écran. Salut Fabienne. Bonjour Jean-Michel, merci de cette belle présentation. Avec plaisir. J'ai essayé de faire court parce que même dans la présentation, j'étais obligé d'occulter certaines facettes de ta personnalité, de ton histoire, de ton background, de ton CV, parce que sinon j'allais y passer toute l'émission. C'était juste pas possible. Vraiment, merci beaucoup de m'accorder un petit peu de ton temps. C'est un sujet tellement important, et c'est d'ailleurs ma première question. Est-ce que c'est encore un sujet en 2022 ? La diversité à l'écran et dans l'industrie. Et au Québec. Plus que jamais. En fait, on n'en a jamais autant parlé de diversité à l'écran que maintenant. Donc, c'est un sujet qui est sur toutes les lèvres, c'est un sujet qui est sur toutes les tables, mais c'est un sujet, malheureusement, qui ne se traduit pas toujours dans la réalité, parce que jusqu'à aujourd'hui, on en voit plus. Parce que quand je suis venue ici il y a près de 20 ans, il y avait beaucoup moins de diversité à l'écran, c'est sûr. Mm-hmm. On en voit plus, par exemple, dans les émissions de nouvelles, on en voit plus dans certains créneaux de la télé, mais on n'en voit peut-être pas autant dans certaines émissions dramatiques de télévision, de téléséries, etc. On n'en voit pas beaucoup en théâtre encore, donc sur les planches. On n'en voit pas beaucoup
dans le cinéma québécois, dans le cinéma canadien non plus. Oui, de temps en temps, on en voit, ou à part si c'est un film sur les réalités noires, ou bien c'est un film black qui se passe, oui, là, on va en avoir. Mais je parle en général, de façon générale, quand on pense à attribuer les rôles, eh bien, on ne voit pas toujours des gens de la diversité. Quand je dis diversité, je parle des gens de minorités visibles surtout. Eh bien, on les voit pas nécessairement dans les rôles prépondérants, dans des rôles importants, dans les premiers rôles, etc. Alors, il y a toujours ça. Et l'autre cliché qu'on a souvent, c'est que dans une télésérie, par exemple, si on a une noire, un noir, ou ça peut être une asiatique, etc., dans un rôle important, quand on en a finalement, eh bien, c'est très rare que cette personne-là va avoir une famille. C'est très rare que cette personne-là va avoir une femme, un enfant, va avoir un mari, etc. Va avoir une grand-mère, une maman, etc. C'est très difficile parce que là, ça va faire qu'on a besoin d'amener encore plus de diversité. Déjà, c'est un exploit de le mettre ou la mettre là. Alors, s'il fallait en plus qu'on va lui trouver femmes et enfants, femmes et enfants. Donc, c'est complexe. Alors, j'en ris, mais il y a rien de drôle là-dedans, dans le sens que il faut qu'on s'y attarde. Il faut qu'on ne fasse pas qu'en parler. Il faut qu'on trouve des solutions pratiques. Et c'est pour ça qu'on travaille tous les jours, nous, à la Fondation Fabien Nicolas. Alors, juste avant d'arriver aux solutions, parce qu'effectivement, le moins qu'on puisse dire, c'est que tu mets la main à la pâte. Qu'est-ce qui explique que ce soit comme ça encore aujourd'hui au Québec? Et je précise ma question. Je me pose cette question parce que les Québécois, dans leur ensemble, globalement, se vivent eux-mêmes comme une minorité. Une minorité de francophones de 8 millions de personnes au milieu de 360 millions de Nord-Américains qui, eux, sont anglophones. À plusieurs reprises, eux aussi se sentent victimes de préjugés, notamment dans leur relation avec ce qu'on appelle le ROC, le Rest of Canada. Et du coup, je me disais que naturellement, ils allaient être plus ouverts, plus accueillants vis-à-vis des minorités ou de la diversité. Et a priori, c'est pas plus le cas que ça. Est-ce que tu as une explication? En fait, je pense qu'il faut faire la différence. C'est important de faire la différence entre le Québécois en général, qui est quelqu'un de très accueillant. Le peuple québécois, c'est un peuple chaleureux, accueillant. Surtout quand on va dans les régions. Moi, j'ai connu Chicoutimi avant de connaître Montréal, et j'ai toujours dit très sérieusement et à la blague aussi que Chicoutimi, la chaleur que j'ai reçue à Chicoutimi il y a près de 20 ans, quand j'étais seulement en visite, je visitais des amis là-bas qui étaient des Québécois pur laine, entre guillemets. Cette chaleur-là, jamais je vais le retrouver à Montréal, parce qu'à Montréal, c'est une plus grande ville, c'est une métropole, et tous les métropoles, c'est un petit peu moins chaleureux par définition, que ce soit à Toronto, que ce soit à New York, que ce soit ailleurs. Donc, moi, je trouve que le peuple québécois lui-même, c'est un peuple qui est curieux, qui est à l'écoute, qui aime découvrir l'autre. Je me rappelle à Chicoutimi, on me demandait, mais qu'est-ce que vous cuisinez? Est-ce que tu peux me montrer? C'est un peuple qui aime aller à la découverte. Malheureusement, les décideurs qui travaillent dans l'industrie du cinéma et de la télévision, par exemple, que ce soit les diffuseurs, les distributeurs, que ce soit les producteurs en général, eh bien, eux sont frileux et décident unilatéralement que, ah bien non, c'est pas qu'est-ce que le Québécois veut voir. C'est pas qu'est-ce que les Québécois veulent. Ils veulent pas de diversité, ils comprendront pas, ils vont avoir peur, etc. Or, c'est pas le peuple québécois qui dit qu'il veut pas voir de diversité à la télé. C'est pas le peuple québécois qui dit que je n'aime pas la diversité, mais pas du tout. C'est pas le peuple québécois. C'est vraiment les décideurs qui sont là et qui, eux, décident de ne pas en mettre à profusion sous prétexte qu'ils ont peur que les gens ne s'intéressent pas ou qu'on perde des codes d'écoute, etc., etc. Donc, moi, je pense que cette affaire de minorité dans la majorité, il faut l'enlever, parce que si on parle dans un contexte purement québécois, eh bien, les Québécois sont chez eux et puis ils sont en majorité ici. Donc, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de crainte à avoir. Et puis, faut comprendre aussi que on évolue.
il y a j'aime dire à mon mari qu'il est québécois de vieille souche parce qu'il est blanc francophone. Et je dis, moi, je suis québécoise de nouvelle souche, d'origine haïtienne, mais de nouvelle souche. Alors, c'est ça qui fait la beauté et la richesse du Québec. C'est le fait qu'on soit pas tous pareils. Et il est temps qu'on le voit reflété à la télévision, au cinéma, dans les médias, et puis sur la scène culturelle et partout dans la société d'ailleurs. C'est vrai que c'est marrant la manière dont tu l'abordes parce que, enfin marrant, c'est probablement pas le mot, mais tu as créé via ta fondation, tu as créé de très nombreux festivals, je crois plus d'une douzaine. Je veux revenir sur deux qui m'intéressent. Enfin, ils m'intéressent tous, hein, soyons très clairs, mais il y en a deux qui font écho à ce que tu viens de dire très précisément. Le premier, c'est, alors que je trouve pas des bêtises, je prends mes notes, le festival Haïti en folie, que tu fais à Montréal, qui a eu lieu il y a pas très très longtemps, et je m'en veux de l'avoir raté. En plus, il y avait Corneille, j'adore Corneille, qui était à Montréal et à New York. Mais tu fais aussi le festival du film québécois à Haïti. Et ça m'intéresse parce que ça démontre bien que tu t'intègres totalement dans la culture québécoise. C'est pas quelque chose qui vivrait à part, en parallèle ou en marge. Non, non. Tout ce que tu fais s'intègre dans la culture québécoise. Et d'ailleurs, dès que tu sors du Québec, c'est bien le film québécois que tu défends, que tu prônes, jusqu'à Haïti, dont tu nous disais t'es originaire. Absolument. Pour moi, c'était très important comment je peux dire ça? Le Québec a accueilli la culture haïtienne à bras ouverts. Et la communauté haïtienne aussi, à bras ouverts. Et pour moi, c'était très important que Haïti, d'où je viens, puisque moi, je me considère 100% haïtienne, 100% québécoise, et bien, c'était important pour moi que la communauté haïtienne en Haïti sache qu'il y a une grande communauté haïtienne au Québec, connaisse la culture québécoise. Pour moi, il n'y a pas meilleure façon d'aller à la connaissance, à la rencontre d'un peuple qu'à travers sa culture, à travers son art, à travers ses films, à travers le cinéma. Le cinéma, c'est un outil tellement puissant. Donc, amener des films québécois en Haïti, on a amené des films de Denis Arcand, on a amené des films comme Bon Cop, Bad Cop, comme Rebelle, comme on a amené toutes sortes de films québécois parce que pour moi, c'était important qu'ils voient ce genre de films-là parce qu'en Haïti, malheureusement, on a très peu accès aux films québécois. C'est vraiment la dictature des films américains, des blockbusters, etc. Bon, comme partout, hein, dans le monde. Il y a rien de mal à ça, mais c'est juste que des petits bijoux comme des films québécois, ben, ça, c'est très peu accessible chez nous. Donc pour moi, c'était important que le peuple, déjà, le haïtien, déjà, augmente sa culture en découvrant, en allant à la rencontre d'une autre cinématographie, mais surtout de découvrir cette belle culture québécoise et de voir la proximité que nous avons parce qu'on est tout à côté là. Le Québec et l'Haïti, on est voisins. On est voisins. Et puis, non seulement ça, mais en même temps, on est les deux seuls territoires membres de la francophonie. Je ne dis pas qu'on est les deux seuls territoires francophones, mais membres à part entière de la francophonie. Donc, on a tellement en commun. Et des fois, on prend pas le temps de le mesurer. Donc oui, en effet, merci de me l'avoir souligné parce que c'est très rare que je le regarde de ce point de vue, mais c'est tout à fait vrai. Quand je suis ici, ben Haïti est dans mon cœur et puis j'amène Haïti partout avec moi. Mais quand je suis en Haïti, ben le Québec est dans mon cœur puis j'amène le Québec partout avec moi aussi. C'est un peu ça et ce sera toujours ça. Et quand je suis ailleurs, c'est-à-dire ni au Québec ni en Haïti, eh bien j'amène les deux quoi. J'amène les deux avec moi parce que c'est pas dissociable. Non, mais c'est ça, t'as dit 100% québécoise, 100% haïtienne. Je comprends mieux pourquoi toi, tes journées font 48 heures. Ça, c'est le secret. Ça, c'est le secret. Faudra que j'y pense. Tu prônes par tout ce que tu fais et tout ce que tu nous expliques depuis le début de cet entretien, tu prônes véritablement, j'allais dire excuse-moi le terme, le symbole, c'est-à-dire la symbolique. Faire apparaître les minorités visibles ou la diversité. Alors, minorité, c'est assez moche comme mot. La diversité dans toute l'œuvre culturelle québécoise. Mais il y a un vrai débat, alors qui pas qu'ici au Québec, hein, qui est un débat de fond que j'ai beaucoup vu en France il y a quelques années, lorsque par exemple Harry Roselmack a pris le 20h de TF1. La question était de se dire, ouais, est-ce que ça c'est pas des symboliques? Est-ce que c'est pas se mettre, je vais dire,
un masque devant les yeux, un bandeau devant les yeux pour ne pas voir après la réalité, se donner bonne conscience en disant allez, on va les faire apparaître dans des films, dans des choses comme ça, ou à la télévision, ce qui serait une manière de se donner bonne conscience et de ne pas avoir à changer une réalité qui elle pourrait être plus dure. Vu tout ce que tu fais, j'imagine que c'est pas du tout ton point de vue, mais j'aimerais bien que tu me le défendes. En fait, si tu peux est-ce que tu peux me redire la question parce que j'essaye de La question c'est, comprendre parce qu'elle a l'air très importante. ah bah elle est oui, c'est que est-ce que le fait de demain de ne faire apparaître plus les diversités dans toute la production culturelle québécoise, est-ce que tu as le sentiment que ça va vraiment faire avancer la reconnaissance et la place de la diversité, cette fois-ci dans la société québécoise d'une manière générale? Totalement, totalement. Totalement parce que premièrement, il faut, comment je peux dire? Je pars du principe qu'on vit dans une société, on vit dans la même société. Et c'est important que tout le monde de cette société-là puisse regarder le petit écran parce que le petit écran, c'est supposé être le miroir de cette société. Elle renvoie qu'est-ce qu'on a vu. En fait, on parlait de photographie avant qu'on commence la discussion. En fait, c'est comme si on prend une photo. On prend une photo et dans cette photo-là, toi et moi, on y était. On était là, on fait partie de la photo, mais il y avait, disons, une autre centaine de personnes qui étaient dans la photo aussi, mais nous, on est là dans la photo, puis le photographe est venu, il a pris la photo. Il a clic, et on est là. Et puis là, boum, cette photo-là fait les nouvelles de 18h à la télévision. On dit, ah, écoutez, aujourd'hui, il y a eu tout un photographe qui a pris une photo de tous les gens qui étaient là, etc. Bizarrement, c'est la même photo, c'est tous les gens qui étaient là, sauf toi et moi. On va dire que nous, on n'est plus là dans la photo. On va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? On était là quand cette photo a été prise. On était exactement là. Qu'est-ce qui se passe? On est où? Pourquoi on n'est pas là? Eh bien, c'est exactement ce qui arrive à une partie de la population. On fait partie de la même société. Donc, tous les jours, il y a une photo qui est prise et tous les jours, ce sont les mêmes gens qu'on efface de cette photo. C'est ça qui se passe quand C'est violent. les minorités visibles, c'est-à-dire que les gens de couleur, et, par exemple, les Noirs, les Autochtones et les gens de couleur, quand on se voit pas, ça veut dire que c'est comme si on se faisait effacer. C'est le sentiment qu'on a. Donc, revendiquer cette place-là qui revient à tout le monde, c'est pas juste à nous, c'est aux femmes, c'est aux jeunes, c'est aux plus vieux, c'est à tout le monde. Il faut qu'on voit une diversité qui représente qu'est-ce que c'est que cette population, en fait. Donc, quand il y a des gens qui sont systématiquement enlevés, ben, c'est à se poser des questions. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi? Et je reviens avec le côté, qu'est-ce qui se passe dans la population? Est-ce que ça va ouvrir les portes pour que dans la population en général, dans la société en général, il y ait plus d'inclusion, si on commence par la télé ou les arts? Complètement, parce que à force de voir des modèles reflétés, ben la jeune génération grandit avec l'idée que moi aussi je peux devenir ça, moi aussi je peux être comédien, mais moi aussi je peux être un médecin, moi aussi je peux ci, moi aussi je peux ça. Moi j'aime entendre nos amis d'ici, du Québec et du reste du Canada dire souvent ben nous on est moins racistes que les Américains, ben nous on est moins. Déjà dire ça c'est problématique parce qu'en bon français dire qu'on est moins raciste que ça veut dire on est raciste mais un petit peu moins. Donc c'est déjà admettre qu'on est très raciste, donc qui est vraiment problématique en soi. Mais au-delà de ça, en disant ça, mais c'est quand même eux qui ont eu quelque chose qu'on appelait le Cosby Show il y a, quand j'étais petite fille, pendant la ségrégation quand même, parce que bon, c'était pas la ségrégation comme on le connaissait du temps de Martin Luther King, mais c'était quand même pendant un temps assez mouvementé. Et on avait ce show-là qui montrait un personnage médecin, noir, riche, fortuné, éduqué, etc., qui était complètement aux antipodes des clichés qu'on montrait avant des Noirs. Donc, c'est-à-dire que c'est quand même eux, les Américains, qui nous ont montré tout plein de choses à l'écran pour faire une petite révolution culturelle, pour montrer les Noirs différemment aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de se mesurer et de dire, on n'est plus ci, on n'est plus ça, et de dire, nous, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai l'impression que
il faut retourner à la base et dire, au début, il y a 30 ans, il y avait un peu de diversité dans la télévision. Il y a eu toute une série québécoise qui s'appelait Jasmine, où la fille qui était l'actrice principale, Linda Malo, c'était une noire. Et là, qui était l'actrice principale de la série, ben, alors, c'était quand même une avancée extraordinaire. Il y a 20-30 ans, ça. Il y a eu plusieurs autres exemples comme ça dans Lancer Compte, il y a 30 ans, avec Jean-Claude Laure, paix à son âme, qui était réalisateur et qui a mis toute une famille noire dans Lancer Compte. Au Québec, c'est une télésérie très populaire de hockey, etc. Non, mais c'est pour vous dire. Et puis, le personnage principal de Lancer Compte, son amoureuse, c'était une femme noire. Donc, c'est pour vous dire qu'il y avait des gens qui osaient il y a longtemps. Malheureusement, il y a personne qui ont repris le témoin, qui ont repris le bâton, le flambeau pour continuer. Donc, ça a tombé et là, on est en train de relever, mais de très loin. Imaginez seulement si on avait continué, on serait bien plus loin. Oui, on a cru qu'on y était. Juste une précision, mais les auditeurs qui ont déjà écouté l'émission qu'on a fait avec Tristan Demers sur Québec 80 le savent. Lancer Compte, ça a été aussi diffusé en Europe et notamment en France sur TF1, mais avec un titre un petit peu différent, c'était Cogne et Gagne. Et pour la petite histoire, il y avait Rock Voisine qui avait un rôle assez mineur dedans, mais bon, à l'époque, on était en pleine Rockmania et effectivement, il y avait ces personnages-là. Justement, j'aimerais t'interroger un tout petit peu sur aujourd'hui, on en a parlé, il y a du racisme au Québec. Le seul débat qu'il y a, c'est de savoir si c'est un racisme systémique ou pas. On est presque sur un débat sémantique d'ailleurs, parce que tout le monde essaye de savoir c'est quoi le système, c'est qui est derrière et tout. C'est quoi aujourd'hui pour quelqu'un qui arrive du Sénégal, qui arrive d'Haïti, ou simplement quelqu'un qui est québécois, mais qui a la peau noire, ou en tout cas qui est une peau de couleur différente. C'est quoi son quotidien aujourd'hui? Est-ce que ça va être dur, plus dur, ou est-ce que ça reste gérable? Je pense à des initiatives, par exemple, est-ce qu'il y a des freins à l'embauche? Parce que je sais qu'ici, il y a le CV anonyme. C'est des choses qui fonctionnent, qui aident le quotidien, de la même manière que toi, tu aides les perceptions en faisant en sorte que dans la culture et à la télévision et ainsi de suite, la visibilité soit plus forte. Est-ce que ce qui est fait ici aide à leur rendre les choses plus faciles ou ça reste quand même encore très dur? Ben déjà, j'aimerais dire que il y a du racisme systémique, il y a de la misogynie, il y a de l'antisémitisme, il y a tout ça et même bien plus. Et mon Dieu, qu'il y a de l'homophobie aussi partout. Je veux dire, c'est pas seulement qu'ici, dans toutes les sociétés, majoritairement dans les sociétés occidentales, parce que c'est là qu'il y a une vraie différence de majorité de blancs et puis des gens autres qui sont alentours, qui sont des minorités. Minorités parce qu'on est plus petit en nombre, c'est peut-être plus ça, bon, exception des femmes, parce que les femmes, c'est quand même la moitié de la population. Mais qui est considérée, qui est traitée trop souvent comme une minorité puisque elles sont très absentes des conseils d'administration encore aujourd'hui. Elles sont très absentes des postes décisionnels un peu partout dans la société. Donc, elles sont traitées quand même comme une minorité, bien qu'elles elles représentent près de la moitié de la population ou plus. Donc, le Québec ne fait pas exception à cette règle, en fait. Et il faut faire attention parce que c'est pas parce qu'une conversation est difficile qu'on ne doit pas l'avoir. Il faut parler des conversations difficiles. Il faut avoir ces conversations difficiles pour trouver les solutions. Il faut que je te dise, tu m'as fait mal là. Tu sais, quand tu as dit telle chose, tu m'as fait mal. Tu sais, quand tu fais telle chose, ça me fait de la peine ou bien, voici les conséquences sur ma vie, sur toutes sortes de choses. Et comme ça, peut-être que là, tu vas prendre conscience et tu vas dire, oh my God, j'avais pas fait ça dans cet esprit-là. D'ailleurs, voici c'était quoi l'intention. Ou bien, je vais changer ça dorénavant. Ben, écoute, si ça te fait mal, ben, je le dirai pas comme ça la prochaine fois. Ou, en tout cas, ça nous donne la chance de mieux s'entendre, de mieux se comprendre, de mieux se connaître et de mieux s'aimer, de mieux vivre en harmonie. Donc, il faut
arrêter d'avoir peur des conversations difficiles. C'est la première chose. Parce que dès qu'on dit, il y a du racisme systémique, ah ben là, on n'est pas raciste, on est moins raciste que les Américains. Il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter. Mais c'est dur, ça, au Québec. On n'est pas en train de dire que chaque Québécois qui existe au Québec, c'est un personne raciste, etc. C'est pas ça du tout. Quand on dit racisme systémique, je ne suis pas là pour revenir avec la définition du racisme systémique, mais racisme systémique, ça veut pas dire que il y a quelqu'un qui est là autour d'une table et qui érige un système et qui dit voici, ça va être comme ça dans tout le Québec. Non, racisme systémique, c'est que on trouve que c'est plus profond que un racisme individualiste, c'est-à-dire que ça rentre aussi dans les institutions. Moi, quand je vais quelque part et j'entends que un de nos festivals, parce que c'est le festival du film Black de Montréal ou Haïti en folie ou un autre festival, quel que soit où il est au Canada anglais, ça peut être le festival du film Black de Toronto ou autre. Mais Toronto, on a moins ces problèmes-là parce qu'ils ont la plus importante communauté noire là-bas et puis il y a plus de 55% de la population de Toronto qui est autre que blanc. Donc eux autres, le concept de diversité, ils sont un petit peu beaucoup plus en avance que nous. Mais quand on dit que on va chercher, par exemple, une subvention, un financement, parce qu'il y a un programme qui existe pour donner des subventions au festival, et que quand c'est des festivals noirs, black qui arrivent, quand c'est des festivals arabes, ou latinos, ou autres autochtones qui arrivent, et qu'ils ont systématiquement moins d'argent, alors là, il faut s'arrêter pour dire, mais c'est quoi ce système? C'est ça. C'est-à-dire que quand c'est rendu dans les institutions, et là, c'est tout ça. C'est pas nécessairement des gens. Le racisme, c'est pas quand seulement des gens disent des mots en haine, ou bien des gens insultent quelqu'un ou disent retourne dans ton pays. C'est pas que ça, le racisme. Le racisme, tous les jours, peut être beaucoup plus subtil. Il y a des microagressions. Il y a aussi, comment je peux dire ça? Des biais inconscients, des fois. Et puis, quand c'est des gens à la tête d'une institution, qui sont des gens qui ont du pouvoir et qui peuvent décider de t'embaucher ou pas, et qui peuvent décider de te donner la subvention ou pas, et qui peuvent décider de faire une mauvaise recommandation ou pas sur ta candidature ou sur ton projet ou sur tout ça, et que conséquemment tu vas pas recevoir la subvention, conséquemment tu vas pas pouvoir embaucher des artistes des communautés noires et conséquemment ces artistes-là vont avoir moins d'argent, donc baigner dans la pauvreté, puis conséquemment c'est toute la chaîne là, c'est toute la société qui malheureusement va écoper de ce des trucs néfastes de ce racisme-là, parce qu'il a des répercussions qui vont jusque dans la société. Vois-tu? Donc, c'est important de s'en parler, c'est important de le comprendre et c'est important de dire, ah oui, moi je le savais pas en tant que Québécois, ou bien je l'ai pas vécu, ou j'ai pas vu des gens qui l'ont vécu, mais expliquez-moi. De quoi vous voulez parler? Comment on le reconnaît? Comment je peux contribuer à la solution? Moi, je pense qu'il faut qu'on soit rendu à comment je peux contribuer au lieu de passer son temps à dire, mais non, on n'est pas raciste ici. Mais non, attends. Pourquoi tu dis ça? Comment je peux le reconnaître, ça? Comment je peux faire partie du changement dans mon école ou dans mon travail ou dans mon milieu de travail ou dans la société? Qu'est-ce que moi je peux faire en tant qu'homme blanc, par exemple? Qu'est-ce que je peux faire? C'est ça qu'il faut demander. Qu'est-ce que je peux faire? Oui, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que vous aimeriez que, mettons, chaque individu fasse ou qu'est-ce que moi je peux faire plutôt que de passer son temps à essayer de dire non, on n'a pas de racisme ici, nous, etc. Ah, vous nous accusez. Non, personne n'accuse personne. Donc, moi, comme je te dis, je suis haïtienne et québécoise. Donc, quand on dit qu'il y a du racisme systémique ici, je me sens tout aussi concernée que mon mari, lui, qui est blanc. Donc, il faut qu'on avance ensemble. Et puis, oui, effectivement, il faut trouver des solutions ensemble. Mais pour trouver des solutions, il faut qu'on accepte de s'en parler ouvertement. Et de ne pas être défensive. C'est pas facile au Québec, parce que pas de chicane dans la cabane, quoi. Dès qu'il y a des sujets, qui fâchent ou qui sont un peu des vrais sujets, il y a quand même une culture de l'évitement de la conversation qui est assez incroyable. Ah oui, on est très bon au Québec. Tu l'as compris, moi je viens de France, nous on est plutôt assez frontal, hein, c'est-à-dire que c'est surtout s'il y a pas de chicane dans la cabane qu'on s'emmerde. Donc on en crée des chicanes. Ici c'est un peu l'inverse. Oui, effectivement, oui, parce que j'ai des amis français, écoute, en fait, les Français,
je trouve ça intéressant. C'est pas qu'ils se chicanent, en fait. C'est que vous aimez discuter. Vous aimez Ouais. confronter les idées. Vous Ah ouais. aimez échanger des points de vue, qu'ils soient contradictoires ou pas. Et ça fait de belles discussions un petit peu animées. Nous, en Haïti, c'est peut-être héritage colonial, parce qu'on a été colonisé par les Français. Donc, Mhm. nous, en Haïti, on a hérité de ça. Donc, nous, on adore confronter les idées, discuter, et c'est très animé. On lève le ton, on lève la voix, etc. Mais au bout du compte, personne n'est fâché avec personne à la fin, en Bah fait. non. Mais non, Bah et ni non. en France aussi, c'est juste qu'on aime ça, les saines confrontations. Effectivement, ici au Québec, dès qu'il y a un malaise quelque part, ben la meilleure façon, c'est d'arrêter d'en parler. Et malheureusement, ça fait plein de non-dits et on pousse tout en dessous du tapis, mais en le poussant en dessous du tapis, ça veut pas dire qu'il n'existe plus, en fait. Et un beau jour, à force d'en pousser sur le tapis, quelqu'un va peser là-dessus, pouf! Mais ça nous Ouais. éclate en pleine face parce qu'il y en a trop, il y a un trop plein. Donc, il faut prendre l'habitude, moi, je crois, de discuter, de parler de choses qui nous rendent inconfortables autour de la salle à manger, autour du repas et en société et partout, jusqu'à temps que on puisse vraiment trouver des solutions ensemble. C'est la seule façon. C'est d'autant plus important et c'est vraiment pour ça que je voulais absolument t'avoir à ce micro. Là, je vais me permettre de parler un petit peu personnel. J'ai j'ai observé du racisme. Alors, à mon endroit, non, il y a eu 2-3 réflexions sur le fait que je sois français, mais pour le coup, rien de grave. Mais par contre, j'ai observé du racisme dans la population québécoise, auprès de gens très bien. Voilà. Et puis tout d'un coup, au milieu d'une conversation, t'entends un truc, tu fais « Oh, ça, franchement, ça me gêne. » Mais, alors excuse-moi le terme, j'allais dire du racisme ordinaire. Alors non pas que le racisme puisse être ordinaire, hein. C'est juste que en France, j'ai côtoyé quand j'ai été confronté au racisme, il y avait un racisme souvent très violent. Mhm, Genre, virez-les de là, pour faire court. mhm, Quand ça jouait un pas le geste à la parole. Euh, Ici, pas du tout. Sur ce que j'ai moi vécu, pas du tout le cas. Par contre, c'est un festival de préjugés qui est assez incroyable. Et c'est pour ça que je voulais absolument t'avoir, parce que l'un des meilleurs moyens, de mon point de vue, pour casser des préjugés, surtout quand en plus il y a une culture du non-dit ici où on veut pas trop se parler, bah c'est exactement ce que tu fais. C'est la télévision, c'est les films, c'est les livres. Euh, sur la partie autochtone, Michel Jean, je trouve, fait un travail admirable en s'exposant et ainsi de suite, et en exposant avec lui plein d'auteurs autochtones, qu'ils soient Innu, Abenaki ou autres. C'est En fait, c'est toi qui peux changer le monde au Québec. Ben, en fait, changer le monde, changer le Québec, changer notre société, moi, je dirais que il y a personne qui peut le faire tout seul. Ça prend vraiment un effort collectif et puis beaucoup de volonté de tout le monde. Ça prend aussi une volonté des gens qui sont au pouvoir. Parce que si les gens au pouvoir disent constamment non, non, ça n'existe pas le racisme systémique, non, 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 il y a des individus, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Il faut aller, au contraire, c'était une opportunité de dire, ah oui, je vais aller ouvrir nos institutions, je veux comprendre, dites-nous, montrez-nous qu'est-ce qu'on n'arrive pas à comprendre, montrez-nous où est-ce qu'on le voit pas, en fait. Parce que je peux bien dire que non, 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 je ne vois pas. Qu'est-ce que tu vois? Ben, au lieu de dire non, ça n'existe pas, ben, je vais dire, ben, montre-moi. Peut-être que j'ai pas cherché au bon endroit. Peut-être que quand ça se passait, je regardais ailleurs. Montre-moi. Quand est-ce que je peux le voir? Mais je maintiens que il faut une culture d'avoir des conversations difficiles. Ça, c'est important. Et C'est ça, c'est sûr. pas que sociétal, hein. C'est même à l'intérieur d'une même famille. Des fois, on me racontait qu'il y avait des parties de Noël, euh, des grandes soirées de repas en famille, etc. Alors, il y a les oncles, les tantes, et puis les grands-mères, puis les grands-pères, puis toutes les deux familles de tout côté, tout bord réunissaient. Et puis là, quelqu'un va dire quelque chose, et si tu vois la vitesse avec laquelle que tout le monde voulait changer le sujet, parce que il faut pas aller là, on va pas là, on va pas là. Et ça, c'est tous les jours.
Et c'est tous les jours qu'on va pas là. On va pas là où ça fait mal. Et ce qu'ils voient pas, c'est que à chaque Noël, ça revient. À chaque fois, ça revient. À chaque fois qu'on a une chance de se revenir. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais allé au bout. Il faut aller au bout, jusqu'au bout et trouver des résolutions. Et puis après ça, on oublie. Mais pour revenir au cinéma et à la télévision, absolument, on a des jeunes. Non seulement c'est important que tout le monde dans une société se voit reflété dans la télévision qui est le miroir de la société, mais c'est aussi très important pour des gens de certaines communautés de sentir qu'ils font partie intégrante de cette société-là et de se voir. Et c'est des modèles aussi qu'on voit à la télévision pour les jeunes générations qui vont dire, ah, moi aussi, alors je peux être un médecin, moi aussi, donc je vois ça, donc je peux le devenir. Moi aussi, je peux y croire, alors moi aussi, je peux faire ça. Moi, j'étais en Haïti, j'ai vu Oprah à la télévision, et puis il y avait un paquet de monde qui applaudissait pour chaque mot qu'elle disait, etc. Je me suis dit, mais mon Dieu, c'est ça que je veux. J'ai pas dit que je veux devenir Oprah, mais je dis, ah ben quand je vais être en Amérique du Nord, parce que j'ai toujours su que je serais en Amérique du Nord, je pensais plus les États-Unis, mais là, le sort a voulu que je sois pas le sort, mais enfin, j'ai choisi le Canada. J'aime la neige. Mais en fait, je m'étais dit, ben voilà, toute petite, je me suis dit, ben attends, donc on peut être une personne à part entière. Si on fait des belles choses, on va être acclamé, on va être content, les gens vont nous apprécier, vont nous respecter. Donc c'est ça que j'ai vu comme modèle en fait. Donc ça donnait la possibilité à une petite fille d'Haïti de rêver un plus grand rêve. Quand j'ai vu Michaël Jean devenir gouverneur général, je me suis dit, mais mon Dieu, je peux faire de grandes choses. Quand j'ai vu Dany Laferrière à l'Académie française, je me dis, mais mon Dieu, on peut être haïtien, en fait. Un petit haïtien qui sort d'Haïti, on peut faire des grandes choses. Et ça veut pas dire que j'ai ces rêves-là, j'ai d'autres rêves, mais moi, je me suis dit, dans mon milieu à moi, je peux avoir. Donc, c'est ça l'importance de la représentativité, la représentation. Ça permet à d'autres, et pas seulement, et ces gens-là n'ont pas donné des rêves seulement aux Haïtiens. Ces gens qui ont permis à tout plein de jeunes de rêver grand. De dire, mais mon Dieu, ok, Dany est rendu là, mais je peux être aussi écrivain. Ben, je peux être québécois, puis je peux être écrivain aussi, je peux faire ça, des jeunes de rêver. Donc, la représentativité, c'est important. Et bien sûr que, à la télévision, au cinéma, eh bien, ça permet directement de transmettre un message très, très fort, qui serait très difficilement transférable ailleurs pour la société en général. Et c'est pour ça aussi que c'est important que quand on donne des rôles dans certaines productions à la télévision, quand on fait quand on va dans nos hôpitaux, il y a tout plein de médecins de toutes les couleurs. Mais quand on voit une télésérie sur l'hôpital au Québec à la télévision, eh bien, tout le monde est tout blanc. Là, je me dis, mais voyons, dans quel hôpital ils vont à Montréal, eux? Mais dans quel hôpital qu'ils vont? Même en région, il y a donc des médecins vietnamiens, chinois, latinos, arabes, noirs, haïtiens, etc. Afrique. Mais non, mais c'est pas possible. Donc ça, je sais qu'ils sont qu'ils sont bien intentionnés, mais à ce moment-là, tu te poses la question, est-ce que quelqu'un a sciemment fait un effort conscient d'exclure? C'est pas possible. Et donc, c'est ça que nous faisons tous les jours en disant, ben, écoutez, il faut continuer à sensibiliser les gens, il faut continuer à montrer des films black de partout dans le monde, les plus grands films du genre. Il faut continuer à former des jeunes. C'est pour ça qu'on a le programme, par exemple, Être Noir au Canada, qui forme la relève du cinéma noir, c'est-à-dire on va chercher des jeunes cinéastes émergents noirs pour les former, pour qu'ils deviennent des réalisateurs. Ils font leur premier documentaire, court-métrage. On les mentore du début jusqu'à la fin. Et ces films vont passer dans les festivals qu'on fait, festival de films black, que ce soit à Toronto, Halifax, Calgary, Vancouver, Ottawa et Montréal. Après, ils s'en vont à l'international et ils passent sur, par exemple, CBC. Donc, en ce moment, si on fait Être Noir à Montréal, Être Noir à Toronto, Être Noir Being Black, en fait, c'est en anglais, Being Black in Canada, Being Black in Toronto, Being Black in Halifax, on va voir ces exemples de films-là. Ces jeunes-là gagnent des prix écran canadiens, sky is the limit, c'est-à-dire on change leur carrière, on leur permet la chance de rentrer dans cette industrie qui est tellement fermée, et pour que l'industrie aussi puisse avoir du sang neuf, du renouvellement, pour trouver des jeunes talents. Donc, nous, on fait notre effort et on le fait pas tout seul. On le fait grâce à des partenaires comme Netflix, qui est un partenaire grâce à la Banque nationale, grâce aussi à la SODEC, grâce à Téléfilm Canada et Conseil des arts et tant d'autres. Donc, on travaille très, très fort pour essayer, derrière la scène, de changer les possibilités de permettre à des jeunes d'entrer dans l'industrie aussi. Parce que je pense que si on veut que l'industrie change, il faut créer
une nouvelle vague de réalisateurs issus de la diversité. Il faut créer une nouvelle vague de producteurs issus de la diversité. Il faut créer une nouvelle vague de scénaristes issus de la diversité. Parce que sinon, c'est comme si on laissait toute la responsabilité entre les mains des Blancs pour dire incluez, écrivez pour des minorités et produisez des trucs. Non, il faut qu'il y ait une vague de producteurs disant écoutez, nous, on a d'autres genres de sujets, d'autres choses parce que le Québec aujourd'hui, c'est pas qu'une histoire. C'est plein d'histoires. Il faut que toutes ces histoires soient vues, des histoires de femmes, des histoires de communautés culturelles, ethniques, peu importe comment vous les appelez, minorités visibles, des histoires de gens LGBTQ, des histoires d'autochtones. Il faut que toutes ces histoires trouvent leur place parce que collectivement, Jean-Michel, c'est ça le Québec aujourd'hui. Et c'est ça notre force et notre richesse. Et le public veut voir ces histoires. Le public veut comprendre. Le public, on a fait Haïti en folie, là, le festival Haïti en folie en juillet dernier. Si tu vois, il y a le nombre de gens qui n'étaient même pas haïtiens, faire la queue pour manger la bouffe haïtienne, des nombres de gens qui n'étaient pas haïtiens, venir écouter la bonne musique haïtienne, le nombre de gens qui n'étaient pas haïtiens, venir acheter les livres à la foire du livre Haïti en folie que nous faisons en plein air en Parc La Fontaine, venir faire signer Daniela Ferrière, c'est extraordinaire. Les gens veulent découvrir autre chose. Mais il faut pas qu'un petit nombre de gens prennent la décision de dire ah ben ça non, on prendra pas ce projet-là, on fera pas ci, on fera pas ça, puis on va mettre les mêmes gens parce qu'à un moment donné, il y aura plus de relève. C'est pour ça aussi que il y a énormément de pertes de marché pour notre télévision aujourd'hui. C'est parce que la population change, la population est curieuse, la population veut voir partout, veut voir toutes choses. Puis il y a un petit groupe de gens qui disent non, on va lui donner les mêmes choses que dans les années 40. Et puis là, ah ben, il y a toute une part de marché qui est pas intéressée. Et puis là, ben, ils regardent TV5, ils regardent CNN, ils regardent HBO, ils regardent Netflix, ils regardent d'autres choses. Ben c'est ça, hein. C'est juste ça. C'est le public qui ne suit pas plus ce genre de programme où il ne se voit plus en fait. C'est sûr que ça devient compliqué de s'identifier à quelque chose où, comme tu le disais tout à l'heure avec l'exemple de la photo, jour après jour, on a l'impression qu'on n'existe plus. Tu viens de le dire, t'essayes de faire émerger une nouvelle génération de producteurs, de réalisateurs, encore plus que d'acteurs. Et ça me semble important et ça m'amène à cette question. Et justement, c'est quoi la patte artistique? Qu'est-ce que ça apporte de différent? C'est-à-dire que pour moi, la culture québécoise, elle est très cosmopolite. C'est pas forcément comme ça qu'elle se présente. C'est comme ça que je l'ai découvert depuis 2 ans, notamment en vivant près de Montréal. Où, voilà, c'est une ville très cosmopolite, très ouverte. Mais c'est pas forcément effectivement comme ça que la culture se présente, elle, sous son apparat traditionnel. Je sais pas si on peut remonter jusqu'aux années 40, mais c'est vrai que certains trucs peuvent faire un petit peu dater. Ça va être quoi la couleur, mais même la fibre artistique, la plus-value artistique, celle que tu fais découvrir à tout le monde dans tes festivals. Tu disais que ce soit à Montréal, à Toronto, à Halifax, à Salvador de Bahia aussi d'ailleurs. Qu'est-ce que ça, en quoi ça enrichit encore plus cette culture québécoise qui est déjà très riche? La culture québécoise est magnifique, c'est riche, et puis puis en plus, ce qui me chicote là-dedans, c'est parce que c'est une culture tellement inclusive en fait. C'est une culture où les gens aiment aller en collaboration avec d'autres. Il y a énormément par exemple, de chanteurs québécois dans leur band, dans leur groupe musique, de leur formation musicale. Ben, ils ont tout plein de gens qui ne sont pas des pure laine comme eux, qui sont pas des Québécois de première souche. Donc, eux, ils ont fait plein d'inclusions comme ça leur amène du son neuf, ils ont d'autres choses, c'est de toute beauté, il y en a qui ont des choristes qui sont noirs, etc. Pour moi, une culture, ça doit évoluer, que ce soit la culture haïtienne ou la culture québécoise, etc. Qu'est-ce qui rend la culture haïtienne aussi vibrante, par exemple, dans le Festival Haïti en folie? C'est le fait que, par exemple, on a autant des artistes qui viennent d'Haïti, qui prennent l'avion pour venir ici. On a des artistes haïtiens qui viennent des États-Unis, donc ils ont toute l'influence américaine, ça.
il y a des artistes d'origine haïtienne, mais québécois, qui sont ici. Et eux, c'est complètement autre chose. Ils ont une autre vibe, c'est un autre rythme. Et puis, tu mets tout ça ensemble, là, je me dis, la culture haïtienne, elle est donc belle. Mais est-ce que je vais passer mon temps à dire, oh non, 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 toi c'est typique, toi c'est pas typique, ça c'est haïtien de souche, toi c'est pas de souche, ah ben il faut préserver, ah ben non, on va prendre que des gens qui font du créole, ah ben non, 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 mais attends, faut que ça évolue, faut que la culture évolue avec ses enfants. C'est comme une famille, Jean-Michel. Maman, papa, ou maman, papa, peu importe, ont décidé d'avoir des petits enfants, des enfants. À un moment donné, c'est des nourrissons, hein. Ils pleurent tout le temps, ils dorment tout le temps, etc. Bon. C'est ça la famille. Excuse-moi, ils peuvent pas venir à des parties de 5 à 7, etc. parce que là, ils ont bébé, hein. C'est ça. Bon. Ouais, c'est le jeu. C'est ça la famille. Mais à un moment donné, ben, ces petits bébés-là, ils vont avoir 6 ans, 7 ans, 8 ans. Ils vont aller à l'école. Ah, ben, du coup, de 9 à 5, hein, peut-être que papa, maman, maman, peuvent avoir un petit répit parce que là, les enfants sont à la garderie ou bien à l'école, hein. Donc, la famille évolue un petit peu, hein. Vient un temps, ah ben, ils sont devenus adolescents. Voilà, c'est compliqué. Ça chicane tout le temps. Il y a des problèmes. Ça n'accepte absolument rien. Ça connaît tout plus que tout le monde. Sans le vécu. Et là, c'est un autre vibe. La famille, c'est la même famille, hein. C'est la même famille. Mais la famille a évolué. Hein? Il y a d'autres priorités, d'autres préoccupations, et puis on n'a pas le même âge, et papa, maman vieillissent aussi, hein, ils vieillissent aussi, les enfants aussi, et puis bon, hein, c'est ça. Bon, on parle d'autre chose, c'est pas les mêmes conversations. Des conversations plus difficiles, mais importantes. Et il y a un temps qui arrive où, eh bien, ces enfants eux-mêmes deviennent des parents, hein, ils sont des adultes, ils quittent le lit familial. Est-ce que ça va vouloir dire qu'ils ne sont plus dans la famille? Mais non! La famille a évolué. Donc, il s'installe une autre culture quand on se rencontre pour manger à table. Parce que là, on parle plus des mêmes choses, on a d'autres préoccupations, c'est ça. Mais c'est exactement la même chose pour l'art, pour la culture d'un peuple. C'est qu'à un moment donné, faut que ça évolue avec les enfants qui naissent. Et on a la chance au Québec d'avoir une immigration extraordinaire où ça vient de partout et ça amène littéralement et au sens propre une couleur intéressante et toutes sortes de touches culturelles. Moi, j'ai des amis haïtiens qui parlent même pas créole, hein, qui sont nés ici, là. Ils sont d'origine haïtienne, mais ils sont nés au Québec. Puis, Haïti, c'est le pays de leurs parents. Mais ici, on leur demande encore, tu viens d'où? Est-ce que tu retournes souvent dans ton pays? Ils n'ont jamais vu Haïti, eux. Il y en a qui sont là depuis 3 générations. Leur maman était québécois et d'ici, etc. Donc, il faut faire attention à tout ça qui peuvent devenir très rapidement des micro-agressions ou n'est québécois que celui qui est blanc. Il faut qu'on enlève ça aussi parce que ça, c'est une autre forme d'exclusion. De penser, moi, je suis vraiment née en Haïti, j'ai émigré ici, mais moi, j'ai des amis qui sont nés ici et qui ont des enfants qui sont nés ici. Donc, ils sont rendus à 2, 3 générations. Et le petit enfant, le professeur est encore en train de lui dire, hey, toi, est-ce que tu retournes souvent dans ton pays? Ben, dis mon pays, c'est ici. Oui, mais ta maman est née ici. Ah, et ton papa? Non, il faut arrêter, là. Il faut arrêter. Tandis que toi, tu viens de la France, si tu parles pas, on assume que tu viens d'ici. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça l'expérience que tu disais. Tu dis l'expérience, comment on le sent quand on est noir, quand on est différent. C'est quoi qu'on sent tous les jours? Je ne dis rien, je ne parle pas et automatiquement on m'exclut parce qu'on pense que je dois nécessairement venir d'ailleurs. Et mes amis français de France, qui sont blancs, s'ils ne parlent pas, on assume automatiquement qu'ils sont d'ici et puis un de nous autres. Puis le vocabulaire qui va être utilisé, et c'est pas méchant, hein. Ça va être vous autres là. Ça veut dire quoi ça vous autres? C'est ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça vous autres? Tu sais, ou des gens qui vont dire, ah, bon, moi, j'ai rien contre les Noirs, là, mais toi, tu es différent. Alors là, ça. Là, tu sors la boîte à gifles. Ah non, mais c'est clair. Donc, c'est pas des compliments, tout ça, et ça, c'est plutôt des micro-agressions parce que ça dit plus sur la personne qui le dit qu'autre chose. Mais bref, je ne sais pas à quelle question que ça répond, ma réponse ici. Mais ça répond à peu près à toutes. J'ai besoin de clarifier tout ça. Mais t'as raison, t'as tellement
quand tu dis que moi je le vis pas, par exemple, jusqu'à ce que j'ai ouvert la bouche, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Par contre, évidemment, ce que je vis pour la toute première fois de ma vie, puisque c'est la première fois que je vais vivre à l'étranger, ça m'est arrivé quelquefois, effectivement, quand j'ouvre la bouche, d'avoir exactement les mots que tu viens de dire. Vous autres. Vous autres, les Français. Voilà. Vous autres, les Français, parce que je représente à moi-même tout seul tous les Français. Absolument. Ah oui, surtout, oui. J'en connais à peu près 68 millions qui vont faire la gueule de savoir qu'ils n'existent plus, qui sont tous représentés par moi. Ils ont même pas choisi les pauvres. S'ils avaient choisi, ils auraient voté pour quelqu'un d'autre. C'est vrai que on s'en rend pas compte. Rétrospectivement, je ne m'en rends pas compte. Et c'est exactement ça au quotidien qu'il faut dénoncer et démonter, j'allais dire, plus que dénoncer d'ailleurs, démonter quand je te parlais tout à l'heure de ma perception personnelle de ce que j'ai pu observer ici, parce que pour l'instant je ne suis qu'observateur. J'ai pas forcément la légitimité d'être acteur plus, mais effectivement tous ces préjugés du quotidien. Et quand on est dans un préjugé, bah tout de suite on rentre ça dans un cadre. Donc c'est vous autres, parce qu'évidemment vous êtes tous pareils. Voilà, vous les Noirs, vous êtes tous pareils. Vous les Français, vous êtes tous pareils. Vous les Belges, vous êtes tous pareils. Non, absolument. Et j'allais dire, moi les Québécois, vous êtes tous pareils. En fait que non. Non. Je veux dire qu'il y a, oui, il y a des traits de caractère. Oui, il y a des choses qui existent. Mais j'ai eu la chance de rencontrer, je pense, depuis que je suis arrivé, si ce n'est des milliers, au moins des centaines de Québécois et de Québécoises, il n'y en a pas un qui correspond exactement à l'autre. Ah non, mais je te seconde tellement là-dedans. Et c'est ça qui est chouette. Ben oui, parce que ça montre la richesse de cette société-là, la diversité de cette société québécoise en elle-même. Parce que moi, dans ma belle famille, par exemple, ben écoutez, j'ai autant qui votent d'un côté ou de l'autre. Hein. J'ai autant qui mangent la poutine et puis d'autres qui n'en mangent pas. Hein. J'ai autant qui aiment voyager puis d'autres qui sont très conservateurs qui restent ici. Donc, il y a toutes sortes de points de vue, toutes sortes de philosophies puis d'autres choses. Puis c'est juste magnifique. Et puis c'est la même chose. Et c'est dommage parce que une autre chose que vivent les minorités, c'est que, je pense que c'est Barack Obama qui expliquait ça, c'est que si un crime se fait et que on trouve la victime, enfin, le meurtrier, puis que c'est un blanc, ben, business, ok, bon, on l'a trouvé, tant mieux, puis la vie continue. Le lendemain, ben, écoutez, la vie continue et tout ça. Mais quand c'est une minorité visible qui commet ce crime, une personne de la minorité visible, mais le lendemain, tout le monde est stigmatisé de cette communauté-là. C'est ça. Parce que du coup, tout le monde regarde les Noirs. Ben, tu sais, les Noirs là. Ah ben, écoute, tu as vu qu'est-ce que l'autre avait fait de ça. Mais il y a aucun rapport. Mais c'est la même chose pour une femme. Quand c'est un PDG ou en tout cas un vice-président ou un gros directeur qui est un homme blanc, qui a merdé, qui a foiré, qui a mal fait son travail, etc., ou qui a été impliqué dans un scandale, bof, c'est un cas isolé, hein. On va remplacer ce monsieur et puis la vie continue. Mais quand c'est une femme, ah ben on va faire très attention à prendre une autre femme, hein, parce que elle, c'est les femmes là. Après, ça va être compliqué, etc. Donc les femmes malheureusement sont victimes de ça aussi, et c'est toutes les minorités. Si c'est quelqu'un d'LGBTQ, on va dire ah c'est les gens LGBTQ eux autres, etc. Donc il faut faire attention de ne pas toujours généraliser, et c'est plus facile à dire qu'à faire parce que bon. Oui, parce qu'en plus, le truc, c'est que... Humain aussi, je comprends ça, mais il faut faire un effort. C'est pas quelque chose qui va arriver naturellement, quoi. Et d'autant plus que cette généralisation, à la limite, si on la fait et qu'elle fonctionne dans les deux sens, mais c'est pas le cas. Si une femme surperforme, est PDG de sa société, elle surperforme, elle explose tous les compteurs, c'est une exception. C'est une exception qui confirme la règle. Si c'est quelqu'un issu de la communauté LGBTQ, c'est une exception. C'est pas son succès qui tout d'un coup rayonne sur toutes les femmes. À la limite, on dirait, ok, quand t'es merde, tout le monde morfle, mais quand ça cartonne, tout le monde en profite. Non, là, il y a que quand ça va pas que tout le monde morfle, et sinon, t'es pas invité à la table. Totalement, parce que même, et ce que tu dis c'est tellement vrai, parce que même quand une femme cartonne, et puis ça va bien, et puis elle fait une bonne gestion, etc., mais à la fin, la deuxième femme qu'on va mettre comme candidature pour dire pour tel autre poste, cette chose, on va dire,
Ouais, mais vous savez, il y a beaucoup de pression qui vient avec ça. Ce qui implique qu'elle a les enfants, qu'elle va être émotionnelle, comme si on était des boules de nerfs ou quelque chose comme ça. Donc, on va même pas regarder, comme tu dis, on va pas regarder l'autre qui excelle. On va dire, ben non, mais elle, c'est différent, elle, c'est exception. Donc, il y a tout ça. Et je comprends que c'est pas toujours mal intentionné, c'est des biens inconscients qui Mhm. prennent racine et qu'on doit défaire. Hein. C'est-à-dire que c'est des générations qui passent tout ça. Donc là, il faut prendre le temps de défaire ça et de se battre et d'aller à l'encontre de ces impulsions, de ces pulsions d'exclusion, en fait. On a un effort à faire. C'est pas quelque chose de naturel, l'inclusion. Il faut travailler là-dessus. Et puis, moi, je félicite les alliés parce qu'on a beaucoup d'alliés qui sont des hommes blancs, qui, eux, ont décidé de prendre les choses en main et de dire, écoutez, je fais partie de ceux qui ont créé ce chaos. Eh bien, je prends sur moi que moi, je vais faire ma part pour le réparer et qui sont devenus des alliés extraordinaires, hein, pour des femmes, pour la cause des femmes, pour la cause des minorités visibles, etc. On a toujours eu des alliés dans le passé. Moi, je me rappelle quand les femmes se battaient pour leurs droits, il y avait beaucoup d'hommes dans la bataille avec eux, avec elles. Elles n'étaient pas seules tout le temps. Quand Martin Luther King se battait pour les droits humains aux États-Unis, il y avait énormément de blancs à côté de lui qui marchaient aussi. C'était beaucoup, évidemment, des gens de gauche, beaucoup d'étudiants, beaucoup de professeurs, beaucoup de gens de partout. Donc, moi, je crois en ça. Moi, je crois en la force des alliés. On ne peut pas y arriver sans des alliés. Puis ces alliés-là, c'est des gens comme toi, Jean-Michel. C'est des gens qui y croient, qui en parlent et qui font ce qu'ils peuvent de leur côté pour que ça fonctionne. Et c'est pas quelqu'un qui va venir et puis frapper une baguette magique et tout fonctionne. Non, c'est chacun dans son milieu, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à un changement. C'est Dans, peut-être ton, dans ta famille, dans ton quartier, dans ton groupe, dans ton école, c'est chacun. Imagine si chacun faisait un petit quelque chose, on serait très loin. c'est peut-être effectivement ce que nous a appris l'élection de Barack Obama. Moi, tu vois, là, dans mon bureau, j'ai... alors, tu peux pas le voir là à l'écran, parce que nous deux, on est en visio pendant qu'on enregistre, mais j'ai plusieurs unes de journaux qui ont marqué l'histoire, ma vie, ou qui... Bon, moi, et il y en a une qui est... le lendemain de l'élection de Barack Obama, c'est une de Libération avec écrit We Have a Dream. Hmm. Et on a cru que c'était la baguette magique. Hmm. Et c'était peut-être l'erreur. Peut-être qu'on s'est relâché sous le fallacieux prétexte, entre guillemets, qu'un homme, de mon point de vue assez brillantissime, accède à la présidence de la plus grande nation mondiale, les États-Unis, et qu'il soit noir. On s'était dit, cool, aïe, c'est bon, on y est. On y est arrivé. On peut se relâcher et tout. Et quelle connerie. Mais en même temps, c'était comme si, bon, j'avoue que c'était un bon milestone, là, une étape Ah bah incroyable. oui, quand même, oui. Non, Faut il pas, faut reconnaître que oui, faut pas c'était jeter le bébé avec l'eau du bain, c'était assez important. historique. Mondialement, là, je veux dire, c'était quelque chose. Mais en même temps, c'est mettre tous les espoirs sur le dos d'un seul homme. C'est pas possible. Mm. Et donc, ça veut dire on s'est libéré de nos responsabilités collectives pour dire, ben là, écoutez, on a ça, là, c'est fait. Non, non, c'est, OK, toi, tu fais quoi dans ton monde à toi? Tu fais toi dans ton milieu de travail à toi? Euh, c'est, quand on te demande de référer quelqu'un, est-ce que tu réfères toujours les mêmes personnes qui te ressemblent ou de faire un effort de dire, hey, essayons de... C'est ça aussi. Dans des petits gestes très anodins, on te dit, hey, Jean-Michel, connaîtrais-tu quelqu'un dans tel domaine, etc., quelqu'un à qui on pourrait demander une référence ou en as-tu un? Puis, spontanément, c'est sûr que c'est plus facile de penser à quelqu'un qui nous ressemble. Mais là, c'est de dire, peut-être demander à telle personne. Elle a l'air très connectée. Puis c'est quelqu'un de telle communauté. Donc, du coup, mais c'est très anodin. C'est 30 secondes de référence, là. Mais ça a un poids parce que peut-être que cette personne-là va pouvoir référer quelqu'un d'autre en dehors du réseau, etc. Et ça vient enrichir l'entreprise. Ça vient apporter quelque chose de différent, une autre façon de regarder parce qu'il a été prouvé que les organisations, les sociétés, les entreprises qui avaient des équipes diversifiées, eh bien, ils avaient des résultats plus intéressants financiers. Mm. Ils avaient des impacts et des retombées plus intéressants et des chiffres d'affaires plus intéressants aussi. Donc, ça, c'est très, très important d'y penser, de penser à ça tous les jours. Donc, c'est un combat quotidien.
La diversité est une force et la diversité est un pari qui, quand on accepte de le prendre, est un pari toujours gagnant. Je reviens juste sur Barack Obama euh, et sur l'importance de ce que tu fais dans le milieu de la culture, de la télévision, parce que peu de gens l'ont noté à l'époque, mais avant Barack Obama, il y a eu David Palmer. David Palmer, c'était dans une série américaine, 24 heures chrono en France, qui plus est une série un petit peu violente diffusée sur Fox, qui n'a pas la réputation d'être la chaîne la plus gauchiste qui soit au monde, mais ça a été l'une des toutes premières séries blockbuster à mettre en scène, d'abord dans la première saison, un candidat noir, candidat à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle, et attention spoiler si vous n'avez pas vu, dans les autres saisons qui suivront, il devient pour la première fois le premier président noir américain, ce qui prouve bien que tout ce qui se passe dans les séries, dans les films, dans la culture, ça infuse, c'est important. Parfois, ça prépare le terrain. Je ne sais pas si c'est pour ça que Barack Obama a été élu, mais pour quelques votes, est-ce que ce sont eux qui ont fait la différence? Je ne sais pas, mais pour quelques votes, ça a peut-être joué parce que c'est rentré dans le domaine, dans le champ du possible. Dans l'imaginaire collectif, ça fait une différence. Absolument. Moi, je pense que ce que tu dis a une grande part de vérité. Quand les gens sont capables de voir un président noir dans une série, ben, quand on leur montre ça en réalité, ben, ça ne fait que faire du sens, en fait. Oui, on l'a déjà vu, on a déjà été exposé à ce phénomène, et c'est là que la fiction raconte la réalité d'une certaine façon. C'est là l'importance, comme tu dis, de ce qu'on nous représente dans nos téléséries tous les jours, de qu'est-ce qu'on nous représente dans nos films tous les jours, de qu'est-ce qu'on nous représente dans nos téléromans tous les jours. Oui, c'est absolument important. Et ça, c'est très difficile parce que on se bat encore là-dessus. Oui, il y en a plus qu'avant, mais si on est capable de les compter, à chaque fois, on va dire un tel, ça veut dire qu'on n'est pas rendu. Il faut que ce soit un no-brainer, comme on dit en anglais. En anglais, on dit no-brainer, ça veut dire que ça, on n'y pense même pas. C'est plus un sujet. C'est-à-dire que l'autre chose que je dirais, on se parle, on n'a pas besoin comment je peux dire, de justifier pourquoi on se parle aujourd'hui, etc. Dans une télésérie, il faut qu'on soit rendu dans nos téléséries québécoises à, deux personnes se parlent, deux personnes s'aiment, mais on n'a pas besoin de dire elle est noire parce qu'elle vient d'Haïti ou de Sénégal ou du Nigeria ou de Halifax. On n'a pas besoin d'établir ça parce qu'on est au Québec. Puis au Québec, fortuitement, tout le monde est capable de se rencontrer et de se parler. Et si quelqu'un a un accent dans la télésérie, c'est normal. On est au Québec et tout le monde a un accent. Tout le monde a un accent. Alors, c'est toujours l'autre qui a un accent. Mais tout le monde a un accent et les Québécois sont habitués. Moi, j'étais tellement contente parce que quand je suis allée à Chicoutimi en 2000, alors, Marie-Ève Lavoie, ma copine québécoise pure laine aux yeux bleus, qui est pas du tout haïtienne, qui me recevait, et puis elle me dit, oh, il faut que je t'amène dans mon cégep, faut que tu vois ça. J'ai mon professeur de biologie, alors je me rappelle encore plus son nom, mais il dit c'est un haïtien. Je dis t'as un professeur de biologie qui est haïtien dans un cégep à Chicoutimi. Et ça c'est en 2000. Donc c'est pour te dire que, et lui le monsieur il avait un fort accent haïtien qu'il faisait son cours parce que ils ont accepté que je vienne écouter le cours exceptionnellement pour rencontrer le professeur par la suite. Et il avait un fort accent haïtien. Ça veut dire quoi? Les gens au Québec sont déjà exposés à des accents. Ils vont voir des shows d'humour d'humoristes avec un accent. Ils sont exposés déjà. Alors arrêtez de penser que tout le monde doit avoir le même accent pour jouer. Et ce que je dis est d'autant plus vrai parce que même un Français de France, ça va être compliqué pour lui, même s'il était un comédien, etc. Parce que c'est comme, ben, il a un accent, mais il a un accent. Je veux dire, il y a plein de Français ici aussi. Alors pourquoi il peut pas être là? C'est ça. Donc c'est même non seulement quand t'es minorité, t'es vraiment dans le fin fond du bus, mais quand t'es un blanc avec un accent, que ce soit russe ou ukrainien ou français, mais t'es pas loin non plus du fin fond du bus parce que l'accent du coup, voilà. Donc il faut qu'on arrête de voir ça et surtout de respecter les Québécois parce que je sens que moi les Québécois que je rencontre tous les jours, c'est des gens tellement ouverts, puis qui sont tellement curieux et qui sont
tellement des alliés de la diversité. Ça n'a rien à voir avec le Québécois que les décideurs veulent nous peindre, en fait. Qui sont soi-disant des gens fermés et puis pas ouverts à la diversité. Donc, mettons de la diversité à la télévision, de la diversité à l'écran, mettons de la diversité dans notre société. Tout le monde sera plus gagnant et il y aura plus de cohésion sociale, de vivre ensemble et puis on apprend à se connaître, quoi. Tu as une fondation, tu animes et fais vivre une douzaine de festivals, comme on le disait. Tu as ce programme, Être Noir au Canada, qui forme toute une nouvelle génération. Si demain, tu réussis, ça devient un no-brainer, comme tu disais, c'est plus un sujet, tu fais quoi? On m'a déjà posé cette question. Alors, je vais te dire qu'est-ce que j'ai répondu la première fois qu'on m'a posé cette question. Quelqu'un m'avait dit exactement ça. Il m'a dit, Fabienne, le jour que tous les festivals vont inclure des films black partout dans leur programmation, ben, est-ce que le festival du film black va encore, d'ailleurs, je vais plugger ça, le festival du film black qui va se dérouler la 18e édition du 20 au 25 septembre 2022. Et par la suite, on part à Vancouver, novembre-décembre 2022 pour le festival du film black de Vancouver. Mais, alors, donc, c'est ce que j'ai répondu. J'ai répondu que, et la réponse est très pertinente encore aujourd'hui. Un festival, cher Jean-Michel, c'est un magasin, c'est une boutique spécialisée. Donc, quand on veut avoir du poisson frais du jour, ou du poisson frais, en tout cas, moi, je tente d'aller dans une poissonnerie. Une toute petite poissonnerie. C'est comme ça, toi. Spécialisée là. Non seulement c'est plus frais, mais en même temps, ils ont une plus grande variété parce qu'ils ne font que ça. Donc, c'est là que je vais. Alors, est-ce qu'on peut pas trouver du poisson au Costco ou à Walmart? On peut. Et c'est peut-être tout aussi bon. Mais si on veut quelque chose de plus riche, une plus grande variété et peut-être plus frais, peut-être qu'on va aller dans la petite poissonnerie, toute petite, etc., et qui est dans le coin. Donc, pour moi, un festival, c'est un peu ça. Un festival, là, les gens qui aiment le cinéma black, qui veulent découvrir des réalités noires des quatre coins de la planète, qui veulent voir les chefs-d'œuvre des films black des quatre coins du monde, eh bien, ils sont très bien servis dans le festival du film black. C'est la même chose. Si demain matin, on faisait un grand festival à Montréal qui réunit toutes sortes de musiques, le jazz, la musique francophone, le country, le heavy metal, et puis je sais pas quoi, le rock and roll, le R&B, la musique haïtienne, le reggae, you name it, tout. C'est le plus gros festival de musique qui existe au monde, là, mettons, ça, là, ce serait un pot pourri de tout. Est-ce que, du coup, on aura besoin d'un festival de jazz? Eh bien, oui. Pourquoi? Parce que dans le festival de jazz, les gens qui sont des amateurs de jazz, eh bien, ils vont être servis parce qu'ils auront la plus grande variété de jazz en plein air, en salle, et ils vont en avoir à profusion et un grand choix. Est-ce que ça veut dire que le gros festival qui aura comme 50 genres de musique serait moins pertinent ou etc.? Non, les gens peuvent aller quand même. Mais on a besoin de ces vitrines spécialisées, Jean-Michel, pour que les gens puissent en avoir un petit peu plus encore de qu'est-ce qu'ils recherchent. Donc, c'est la chance de de focaliser sur un type de cinématographie qui est quand même assez varié et riche parce que quand même, c'est quatre coins du monde, là, et en français, en anglais, puis toutes les langues en sous-titres, etc. aussi. Donc, oui. Donc, ça, peu importe qu'un jour on soit rendu, je pense que qu'est-ce qu'on fait va être pertinent parce que au moins les artistes qu'on présente sont pas noyés dans un océan grand public de 500 films, de 400 films, de 300 films. Ils sont les vedettes de leur propre film et de leur propre festival. Donc, c'est ça la beauté aussi de qu'est-ce qu'on fait. Mais, on est très loin de ce jour-là. On est très loin de ce jour-là. Alors, justement, et ce sera ma toute dernière question. Je vais te demander de faire un effort de visualisation. Imagine que je suis François Legault. Qui est le d'ailleurs Québec, oui. Qui est le Premier ministre du Québec, qui le restera très probablement si on en croit les sondages, mais sinon ça pourrait être Dominique Anglade, qui est la représentante, la chef du Parti libéral et qui est
aussi, d'origine haïtienne. Alors d'ailleurs, je sais pas si elle est d'origine haïtienne de première ou de Oui, elle deuxième est née au Québec. génération. Elle est née à Sainte-Justine, je crois. Ok. À Sainte-Justine, oui. Mais en tout cas, elle parle assez régulièrement d'Haïti. Mais c'était pas le propos. Imagine donc le premier ou la première ministre du Québec sonne à ta porte le 4 octobre prochain, donc juste après les élections, et te dit Fabienne, j'ai un poste de ministre de la Culture du Québec. Ça te tente-tu? Ben, premièrement, je pense que je vais laisser la place à des gens, à d'autres qui peuvent peut-être se donner corps et âme et puis faire un bon travail. Genre, tu peux pas te donner corps et âme. Je vais reprendre l'introduction de ce que j'ai fait tout à l'heure et de tout ce que tu fais dans la vie. Alors, ce qui arrive, c'est que moi, j'ai mon travail de tous les jours, Jean-Michel, j'en suis comblée, je suis contente de pouvoir tous les jours travailler avec la politique, travailler avec les fonctionnaires, travailler avec l'industrie, travailler avec le grand public sur le terrain, travailler avec les artistes pour pouvoir changer notre industrie. Et ça, je pourrais pas faire le même travail si j'étais en politique. Donc, je ne sais pas si demain matin, il faut jamais dire jamais, apparemment, bon, pour des choses comme ça, mais je ne sais pas si demain matin, je vais me lever et puis je vais dire, Jean-Michel, j'ai changé d'avis, écoute, là, non, non, là, c'est, je vais faire campagne juste pour être ministre de la Culture. Je sais pas si c'est ça qui va arriver un jour dans ma vie, mais j'en suis pas là et je pense vraiment que quel que soit qui va être la ministre de la Culture ou le ministre de la Culture, ça va me faire plaisir de travailler avec cette personne-là pour qu'on fasse un changement, pour qu'on mette des fonds pour nos artistes. Quand je dis nos artistes, je parle des artistes en général et surtout ceux de la diversité qui ont très peu accès au financement. Et quand ils ont très peu accès au financement, donc ils peuvent faire des projets de moins grande qualité. Et quand ils ont des projets de moins grande qualité, à ce moment-là, ces projets voyagent un petit peu moins également. Donc, ils ont moins de rayonnement. Et s'ils ont moins de rayonnement, donc ça va être difficile pour eux de financer un deuxième projet. Et s'ils peuvent pas financer un deuxième projet, ben, ça va être compliqué pour eux de faire carrière dans cette industrie-là. Donc, moi, je suis aux prises avec ça tous les jours. Et tous les jours, on vient de monter un institut d'ailleurs qui s'appelle l'Institut FestWave, où on a trouvé un financement du gouvernement fédéral de 3 millions de dollars sur quelques années pour pouvoir justement agrandir le programme Être Nord au Canada et ajouter d'autres programmes à l'Institut pour justement aller changer la face de l'industrie. Alors, contribuer à changer la face de l'industrie, on peut pas le faire tout seul. On va travailler, on travaille déjà et on va continuer à travailler avec tout le monde à la grandeur du Canada au complet. Parce qu'on est déjà dans 6 villes canadiennes, Vancouver, Calgary, Ottawa, Toronto, Halifax et Montréal. Donc, on va continuer avec ça. Alors, tout ça, Jean-Michel, j'en ai plein les bras. J'en ai plein les bras et j'ai besoin d'un ministre ou d'une ministre de la Culture très, très forte au lendemain de l'élection qui pour travailler avec nous. Et on travaille déjà avec le ministère de la Culture maintenant. On va continuer à travailler avec les autres, enfin, les gens qui vont être en place pour après l'élection. Donc, c'est une longue réponse pour dire que je vais céder cette place-là. Je veux dire, je peux être plus utile sur le terrain. Bon, bah, ce sera pas pour ministre, mais déjà, même si t'es pas ministre et qu'a priori tu souhaites pas le devenir, tu fais indiscutablement partie de celles et ceux, mais de celles qui changent le Québec. Le Québec, c'est déjà un endroit super sur plein d'aspects. On a pu dans cette émission évoquer des aspects un peu durs de réalité qu'on n'a pas forcément connaissance quand on voit le Québec un peu de loin, mais ne vous y trompez pas. Le Québec, c'est un endroit super. C'est un endroit qui permet aussi à des gens comme Fabienne de prendre sa place. Moi, Fabienne, je la vois régulièrement à la télévision pour faire la promotion de ses festivals, de son engagement. Voilà, tout n'est pas facile, tout n'est pas rose, mais elle a sa place et elle fait changer les choses et elle fait que déjà 2 ans après mon arrivée, le Québec est plus beau qu'il y a 2 ans et je ne doute pas qu'il sera encore plus beau dans 2 ans et ainsi de suite grâce à tout ce que tu fais. C'était un bonheur de te recevoir, Fabienne. Et je le cache pas, hein, j'aurais du mal.
Changer le monde, une personne à la fois. Merci beaucoup Fabienne. À bientôt, ciao. Et voilà, Fais-tu frette, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet faitufrette.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh ben, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fais-tu frette, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tiret ou quoi que ce soit. Donc, fais-tu frette à commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas at ou arrobase, on dit à commercial. gmail.com. J'avoue que c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Fais-tu frette, F-A-I-S-T-U-F-R-E-2-T-E, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt.